On repart les amis, on repart avec Emmanuelle Hervé, fondatrice du cabinet EH&A, c'est ça C'est Emmanuelle, ça, absolument, Emmanuelle Hervé et associé. Ah, je me disais qui est A, c'est j'adore. Donc Emmanuelle, gestion de la crise OVH. Donc 9-10 mars 2021, un incendie qui détruit complètement un data center d'OVH à Strasbourg et qui en abîme et qui a un gros impact sur un deuxième data center. Tu as analysé, est-ce que c'est ton job, hein, il faut le préciser, voilà, la communication de crise. Oui. La façon Mais alors, juste pour être clair au départ, OVH n'est pas ton client, hein? Non, sinon je ne me permettrais pas d'en parler, voilà, c'est ça. bien entendu. Hein, on regarde, Oui. c'est tout très transparent d'ailleurs hein, sur ton site, on a tous tes clients. Voilà, du coup, c'est vraiment un regard totalement en dehors en fait de la situation. Donc moi, j'ai pas de copains à l'intérieur, je ne sais pas ce qui s'y passe, c'est vraiment ce que j'en vois du dehors. Alors, quoi. Voilà. Et après, on va rentrer dans les détails, il y a énormément de détails, c'est très très intéressant. Mais est-ce que tu considères que c'est un modèle de communication de crise ? C'est pas mal par rapport à ce qui existe et des exemples d'ailleurs récents de catastrophes industrielles. C'est quand même une step. Alors, qu'est-ce qui fait la force et justement l'efficacité de cette communication de crise ? Je précise juste un chiffre parce que tous ces chiffres ils sortent de ton site et du papier qui a été écrit, qui est très intéressant. Tu as quand même 3,5 millions de sites en Europe qui sont mis hors ligne par cet incendie. Oui. Ça veut dire une masse de parties prenantes. Et une quantité de surcrise derrière absolument phénoménale, parce que même si OVH Cloud, c'est pas mon client, j'ai eu des clients en conséquence, en fait, en effet domino dans les jours qui ont suivi, de gens qui avaient tout perdu, en fait. Voilà. Et donc, ce qui est absolument formidable, en fait, dans cette gestion de crise et gestion de la communication de la crise en particulier, alors il faudra distinguer les deux, parce que la gestion de crise, c'est pas lui qui l'a faite, c'est les pompiers. Hein. Donc, après... Enfin, c'est les pompiers pendant 5 heures, oui, après, c'est lui qui le fait. Après, oui, mais enfin, il met en route ses plans de continuité d'activité, etc. etc. Mais alors rentre dedans parce que prenons-le par ce bout-là. Parce que tu dis en gros, on va y venir, tu dis en gros, il y a un défaut d'Octave Klaba qui communique directement, notamment sur Twitter, qui est le patron, le fondateur qui communique directement, c'est qu'il est ultra technique. Ouais. En gros, on ne comprend rien à ce qu'il dit. Il faut être très franc, voilà. Et tu dis, il y a un souci, il y a peut-être un défaut, c'est que justement, le travail de dingue de l'ensemble des équipes qui sont au charbon pour remettre en route et pour aller essayer de récupérer des données perdues, celui-là, on ne le voit pas. Alors, on le voit justement dans la partie technique, quand il explique comment est-ce qu'il est en train de faire migrer les choses et comment est-ce qu'on va pouvoir s'en sortir, etc. Mais là, c'est trop technique. Il aurait pu être peut-être un peu plus dans le remerciement en fait, de ses équipes, le remerciement des pompiers, hein, ce qui se fait habituellement. Mais là où il est excellent, c'est cette prise de parole qui est incarnée, donc c'est lui qui parle, qui est immédiate, qui est transparente, et l'utilisation des réseaux sociaux. Donc, il ne dépend pas de la presse. Parce que souvent, vous envoyez un CP, puis un communiqué de presse, et puis vous attendez de voir qui va le prendre. Est-ce qu'ils vont le prendre en totalité, une partie? Est-ce qu'il va y avoir une demande d'interview ou pas? Lui, il bypasse tout le monde et en fait, il fait sa com, mais tout seul, en fait, vers toutes ses parties prenantes, que ce soit les autorités, ses clients, sa communauté. Et il s'adresse, en fait, à sa communauté, qui est une communauté de tech. Et il est obligé de le faire parce que eux connaissent dans les détails j'ai envie de dire, les prérequis pour avoir un data center. Et je pense qu'il a là-dedans deux enjeux principaux. Il y a un énorme enjeu qui est évidemment l'enjeu de la mise en bourse, qui a été évidemment retardé. Il faut là aussi préciser ça, c'est que c'est vrai, c'était pas officialisé, hein, mais il y avait des rumeurs d'une volonté d'OVH de... on était à 2 jours de l'annonce, je crois, hein, donc quand même un enjeu majeur, un enjeu de souveraineté. L'État compte sur lui, l'Europe compte sur lui, c'est le leader européen du cloud. Donc en fait, en face des GAFA, on n'a que lui, donc on compte sur lui quand même. Enfin, ça a été dit, redit, il a des soutiens politiques immenses, etc. Et un troisième enjeu, qui est un peu plus compliqué, et qui justement explique... Je ne pense pas que ce soit une stratégie, je pense qu'il a juste bien fait, mais il est d'autant plus obligé d'être hyper proactif qu'il est probablement assez coupable. Parce que, en fait, ce qui n'est pas encore complètement sorti, c'est que 2017, il y a eu déjà des incidents techniques, des incidents de court-circuit électrique, etc. Et qu'il y avait eu des rapports qui ont dit, noir sur blanc, qu'il fallait faire ceci, cela, enfin un certain nombre d'actions qui n'ont pas été menées à terme et qui ont conduit justement probablement à cet incendie aujourd'hui. Ou du moins à sa gravité. Ou à sa gravité, et en tout cas, sa gravité d'impact sur les clients. Ouais.
Et voilà, de deux manières. Il y avait, les pompiers ont dit qu'il y avait des planchers en bois. Les différentes sauvegardes SBG 1, 2, 3, 4 n'étaient pas indépendantes d'un point de vue électrique. Et puis, les clients qui ont conclu des contrats avant avril 2020 avec OVH pensaient avoir, si vous voulez, mis les datas dans un endroit et la sauvegarde des datas dans un autre, et c'était au même endroit. Ouais. Et donc, plus ça peut devenir quand même... j'ai envie de dire à tout point de vue, parce que pénal, c'est la CNIL, les RGPD, etc. À la limite, plus ça peut devenir grave, plus la com doit être proactive. Il faut déminer dès le départ, quoi. Bah oui, mais là, pour le coup... Enfin, mais on reparlera Pour de le ça coup, dans un instant. ouais. Revenons sur le début, parce que tu dis, il bypasse tout le monde. Toi, moi, ça m'intéresse beaucoup, hein. Toi, qui es spécialiste de communication de crise, tu dis aux dirigeants, messieurs les dirigeants, vous occupez de rien, prenez la parole directement sur les réseaux sociaux. En gros, l'exemple Octave Klaba est un exemple à suivre. Ah oui, je pense. Oui, vraiment. Vraiment. Alors après, il faut pouvoir le faire. Et tout le monde n'est pas... Vous engagez votre Kabla. responsabilité. Tout le monde n'est pas... Pour prendre un autre exemple, Michel-Édouard Leclerc ferait un truc pareil. Oui. Ça, c'est un dirigeant qui ferait le même truc demain. Oui. Et en plus, il se taperait tous les plateaux télé, hein, en plus. Oui. Mais il ferait ça. C'est pas tous qui ont cette capacité, cette préparation également, parce qu'il faut l'avoir préparé. On s'improvise pas, on va tweeter, on va faire un live, on fait un machin, etc. Il faut avoir une communauté. Si vous êtes un patron que personne ne connaît et vous avez deux personnes qui vous suivent sur Twitter, vous pouvez toujours vous agiter. Ça n'existe pas, ça existe pas. Il y en a quand même quelques-uns qui sont encore hyper discrets. Oui. Alors le patron de Lubrizol, hein, si on veut faire une comparaison. Donc ça c'est je sais même plus ce qu'il faisait Lubrizol, dites donc. À Rouen, quoi, voilà, l'incendie de l'usine de Rouen. Des lubrifiants. Voilà, des lubrifiants. Des lubrifiants, en fait, c'est du melting operation de lubrifiants, donc on fabrique du lubrifiant et ça crame. En fait, voilà. D'accord, mais patron de Lubrizol, lui, c'est le patron de l'usine, il ne va pas s'exprimer, c'est le patron du Mais grand même groupe. le patron de la patronne, en l'occurrence, de la France, ne s'est pas exprimé non plus. Elle a mis très très longtemps et elle a fait un film interne hyper processé, machin, je sais pas, un mois plus tard. Non, du tout. En fait, le tweet de Lubrizol, c'est un tweet qui... c'est un premier tweet qui est à 14h30 à peu près, alors que l'incendie est à 2h du matin, qui émane des États-Unis via l'Angleterre et qui est un tweet qui est de la comfy pure. C'est attention les actionnaires, ça s'adresse qu'aux actionnaires, c'est en anglais. Et c'est pour calmer tout le monde et que le cours ne se casse pas la... C'est tout. Les boîtes multinationales, jamais elles le feront. C'est-à-dire, je ne sais pas ce qu'il peut y avoir comme catastrophe chez, j'en sais rien moi, Facebook, Amazon ou Google. Je pense que le tweet, tu peux l'attendre. Hein. Oui, ça va être... Oula, tu vois, 2 ans après, tu as peut-être un signal. Alors, quoi. toutes les boîtes qui sont cotées, de façon générale, elles vont être sujettes à tellement de couches j'ai envie de dire, de réglementaires, etc., de vérification avant d'avoir le droit de s'exprimer, qu'effectivement, on peut se dire que ça va tarder. Mais si je prends un autre exemple, regardez le groupe Téléperformance. Ouais. Ils sont cotés, enfin pas depuis longtemps, mais ils sont cotés. 80 pays, 350 000 personnes, enfin quand même numéro 1 mondial des call centers. Ouais. Je pense que Daniel Julien serait capable immédiatement de prendre la parole. Immédiatement. Il vit en Caroline du Nord, lui, je crois, maintenant. Hein. Il vit aux États-unis. Entre les States et la Grèce, oui. Mais lui, il pourrait le faire. Lui, il pourrait le faire. C'est une question de personnalité. Tu es en train de nous donner une nouvelle différence entre les boîtes dirigées par leurs fondateurs, des boîtes d'entrepreneurs, et puis des boîtes dirigées par des managers. Et des employés. Respectables. Voilà. Qui n'ont pas la même liberté d'expression. Oui, mais c'est ce que dit Taleb dans... comment ça s'appelle son dernier bouquin ? Le type qui a écrit Le Signe Noir. Oui, non, mais je vois très bien. Antifragile, le dernier. Peu importe, il dit quoi ? Sauver sa peau. Risquer sa peau. Et en fait, il fait toute son analyse sur les gens qui prennent des décisions parce que c'est leur truc, ils risquent leur peau, et les autres. Et c'est ça, en fait, qui se passe. Donc, tu dis, je reprends, rationalité, empathie, disponibilité, transparence. Ouais. 4 points clés. Oui. Et en plus... en crise, on appelle ça ETA. Tu sais, comme les bases. Non, je ne sais pas, moi, c'est pour ça que tu es là. Empathie, transparence, action, ETA. Empathie, transparence, action. Et en plus, il se filme, Octave, et il marque... Et donc, en plus, il est crevé. Et on voit la tête qu'il a, quoi. Le mec, on est dans le vrai. Charbon, mais qu'est-ce qu'on va aller tirer sur l'ambulance, en fait ? Là, il démine complètement.
Il démine les critiques, il démine tout, il est là, il donne de l'info au fil de l'eau, il en redonne, il met à jour ses infos. Mais tu dis quand même discours trop technique, c'est-à-dire que... ça dépend de sa cible. Le gars qui dirige son site, oui, mais... Madame Michu, elle n'a non, pas mais c'est pas Madame Michu, elle n'a pas besoin d'entendre... Tu as 16 000 entreprises clientes. C'est du B2B. Oui, mais c'est du non. Sur les 16 000 entreprises clientes, les gars qui ont des sites de e-commerce classiques, ils n'ont pas de DSI. Non, c'est clair. Ouais. Eux, ils ont bien compris. Mais il a besoin de protéger sa réputation dans sa communauté également. Ouais. C'est un petit peu pour faire un autre parallèle quand vous avez une cyberattaque chez n'importe qui, Tartampion, etc. Enfin, il y en a 3 par jour, donc voilà. Vous avez une cyberattaque, vous avez besoin de vous occuper de vos parties prenantes internes. Qu'est-ce que je dis à mes employés, qu'est-ce que je dis à machin, etc. Mais il faut aussi absolument tout de suite parler à la communauté des techs, des SI, des RSSI, je sais pas quoi, des cyberspécialistes. Parce que c'est eux qui vont diffuser et qui vont dire ok, c'est bon, c'est bien géré là dans cette boutique, ou alors bon, alors là, ok, ou alors l'inverse en disant ça nous étonne pas que cette telle boîte ait eu une cyberattaque parce que de toute façon c'était ni fait ni à faire leur protection ou je ne sais quoi. Donc en fait, elle est hyper importante cette communauté là. Et cette communication de crise a aussi, je cite toujours, hein, l'immense avantage de ne pas créer de paracrise, mobilisant les équipes et les ressources sur autre chose que le rétablissement de l'activité. Ben voilà. C'est ça. C'est ça la clé. Il prend en fait. C'est lui qui prend tout. C'est lui qui prend. C'est lui qui absorbe. Mais arrive ce truc assez... Alors, parce que la rumeur du... Ça, je dois dire, c'est complètement fou. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous vous souvenez, à ce moment-là, Blanquer commence l'école distancielle, les sites de l'éducation nationale plantent, et Blanquer, ni une ni deux, dit c'est pas ma faute, c'est la faute d'OVH. Ça, c'est balèze. Non, mais ça, c'est dingue. Et justement, cette indépendance... Alors que c'est faux, évidemment. Cette indépendance, mais il y a eu un autre truc après. Il y a eu des rumeurs qui disaient aussi que c'était un site Céveso. Céveso, comme Lubrizol. Bon, donc il y en a eu même un 3e. Donc en fait, cette indépendance qu'il se crée... C'est des pompiers, ça, l'histoire Céveso. Oui, mais c'est les pompiers qui ont d'ailleurs rectifié aussi. Mais ce que dit Blanquer, et tout l'intérêt en fait d'être aux manettes, Cabla, il est aux manettes. Donc, d'ailleurs, c'est pas Cabla qui le dit, c'est Michel Paulin, son directeur général. qui le dit. Et ben immédiatement, il rectifie le truc. Alors il est câblé, mais il s'appelle Claba. Ah oui. Je pense que même lui, ça le ferait rire. Parce que câblé, pour le coup, il est vraiment câblé. Il est vraiment câblé. Ouais. Mais du coup, c'est Michel Paulin qui prend cette parole-là. Mais c'est pas grave, en fait. Le fait d'avoir instauré un canal de communication direct vers ses parties prenantes, indépendant des médias, il réagit aussi vite qu'il le veut. Et comme il a assis sa crédibilité dès le début, parce que ça, si vous avez 3 jours de retard, fume, ça ne marchera jamais. Exactement. Donc comme il a posé son truc dès le début, il est là, il parle, il est transparent, il est là tout le temps, et bien quand il a un truc à dire, on l'écoute. Voilà. Et c'est fini, ça fait pchit le truc. Ça n'a absolument pas été contesté. Mais est-ce que c'est une règle aussi de la crise, ça, pour que les entreprises doivent avoir en tête, que quand vous êtes à terre, on n'hésite pas à vous donner 2-3 coups de pompe si en plus ça peut aider. C'est-à-dire, le ministre, moi je trouve ça ahurissant qu'il ne vérifie pas un tout petit peu. En l'occurrence, c'était pas hébergé sur les sites d'OVH. Mais c'est les politiques. Quelqu'un a dû lui dire, il n'a pas lu la bonne fiche, je sais pas. Enfin, mais c'est fou, mais c'est pas leur problème en fait, d'une certaine manière. Oui, mais il faut avoir ça en tête. Après, c'est parfois... oui, alors les politiques, de toute façon, en crise, ils viennent toujours vous en rajouter une couche, surtout s'ils ont un enjeu. Là, il est trop content, Blanquer, d'avoir un truc à dire par rapport au défaut de fonctionnement de l'école à distance. Hein. C'est trop cool, en fait, d'avoir un bouc émissaire. Donc voilà, il saute dedans. Lubrizol, il y a eu 8 ministres le même jour. 8, y compris le PM. Le Premier ministre, le PM. Y compris le Premier ministre. Donc c'est dingue, en fait. Donc en fait, ils sont tous, dès qu'on ferme un site industriel, dès qu'il se passe un truc, aujourd'hui les sites Céveso, nous on est immergés dans des complexités parce que tous les maires veulent s'en débarrasser. Ils veulent plus de sites Céveso sur leur commune en fait, hein, parce que ça, voilà. Dernier point, Emmanuel, ne jamais se poser en victime. Ah non, jamais, on peut pas. Surtout quand on est... Enfin, il va y avoir une enquête, donc on va... Voilà. Jamais. D'ailleurs, Findus, si vous vous souvenez, a essayé de se poser en victime de Spanghero, etc. Ouais. Ça lui a coûté cher. Ouais, ça, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. C'est-à-dire que... Non, mais c'est intéressant. Parce que l'histoire Findus, alors je m'en souviens très, très, très bien.
n'oublions jamais que c'est Findus qui révèle le truc. Oui, mais oui. Et après, ils se disent, on est victime d'un voilà. Et quand même, c'est eux qui se prennent tout le bad buzz, toutes les pubs détournées, la perte de chiffre d'affaires sur les plats cuisinés, c'est eux qui les prennent. Hein. Tiens, c'est marrant, on n'en reparlera pas parce que je pense que lui, c'est Oui. un grand brûlé. Mais Mathieu Lambeau, donc, qui dirigeait Findus en France à l'époque, et qui s'occupe maintenant de nutrition animale. Comme quoi, voilà. Il va venir nous voir, il a monté sa boîte, il est le plus heureux des hommes, etc. Donc voilà, c'est un vrai pur entrepreneur. Mais sur le coup, c'est quand même eux qui révèlent le truc. Ouais, bien et donc, sûr. c'est un Ils le retour de révèlent flamme. pas. En fait, Ils le révèlent. C'est eux qui commandent les audits. Ils sont les seuls. Je connais l'histoire par cœur. Non, mais ils commandent des audits parce que ça a fait scandale en Angleterre. Parce qu'ils ont envie de savoir ce qui se passe. Oui, mais personne ne d'accord. leur demande rien. C'est vrai. Et c'est Enfin, une volonté de transparence absolue vis-à-vis de leurs clients. Et une proactivité Et totale. une proactivité totale. Mais- Bim, retour de flamme. Oui, mais ils ne peuvent pas. Quand on est la grande marque, quand on est la marque connue, quand on n'est pas le boulanger du coin, forcément, déjà, il faut comprendre que l'industriel aujourd'hui, en tout cas en France, il n'y a pas de présomption d'innocence. Il est coupable par définition, déjà au départ. Bon, donc en plus, quand on est le grand capital et qu'on est la marque connue, etc., de toute façon, vous aurez tort. Donc si vous vous posez en victime, mais ça ne marche pas, en fait, comme posture. Le bouc émissaire ne marche pas non plus. Findus, le grand capital, on aura tout entendu quand même. Le moyen capital. Le moyen capital. Non, mais dans l'esprit des gens, tout Oui, ça, je c'est sais les bien, grandes mais marques, justement. c'est les... Voilà. Exactement, tout C'est ça. ça, est- ouais, tout ça, c'est pareil, en fait. Voilà. Bon, à bientôt Emmanuel. J'ai adoré ce moment. Emmanuel Hervé, donc fondatrice de Emmanuel Hervé et associée, EHEA, était notre invitée sur Bismart. Merci.